Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour ce 13e point presse de l'année 2021. Merci à ceux qui se sont déplacés à Ballard, merci à ceux qui nous écoutent en audio et merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Je vais commencer par les points d'actualité du ministère des Armées qui sont au nombre de 6 cette semaine. Le premier point concerne la commande par le ministère des Armées de 8 hélicoptères Caracal et d'un système de drones aériens pour la marine au titre de France Relance. L'industrie aéronautique en France représente 300 000 emplois, 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires, a reçu un coup très rude dans le cadre de la crise du Covid. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre en place un plan de soutien aéronautique dans le cadre du plan de relance. Ce plan de soutien aéronautique avait été présenté au mois de juin dernier. Il consiste en 15 milliards d'euros d'aide sous la forme d'investissements, de prêts, de garanties, avec un objectif qui est simple: préserver l'activité, sauvegarder les emplois et pérenniser le savoir-faire industriel et les compétences. Pour le volet défense de ce plan de soutien aéronautique, celui-ci consistait essentiellement en l'accélération de commandes prévues par la loi de programmation militaire. Le ministère des Armées a actionné 2 leviers pour abonder ce plan de soutien aéronautique. Tout d'abord, la ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé le doublement du fonds d'investissement DEFINVEST, le portant de 50 millions à 100 millions d'euros sur 5 ans. Je vous rappelle que DEFINVEST est un fonds d'investissement destiné à prendre des participations minoritaires au capital d'entreprises stratégiques, généralement de petite ou de moyenne taille. Le deuxième levier, ce sont donc des commandes anticipées à hauteur de 600 millions d'euros. Ces commandes, elles sont là d'abord pour répondre à un besoin opérationnel, et elles sont là évidemment pour nous aider à pérenniser les compétences de notre tissu industriel. Les 600 millions d'euros dont nous parlons aujourd'hui permettent de sauvegarder 1200 emplois pendant 3 ans. Très concrètement, la ministre se rend donc cet après-midi sur le site d'Airbus Hélicoptères à Marignane. Le site de Marignane est un site stratégique pour notre industrie et notre industrie de défense en particulier. 12 500 personnes y travaillent, dont 8 000 employés d'Airbus Hélicoptères. Ce qui en fait le premier site industriel de la région PACA et le 3e site industriel en France en matière aéronautique. La ministre y annoncera donc ces 2 nouvelles, la commande anticipée des 8 Caracal et le 2e SDAM, qui est l'acronyme de Système de drone aérien pour la marine. Plus en détail, ces 8 Caracal seront livrés en 2024 et 2025, soit 3 à 4 années plus tôt que ce qui a été prévu initialement, puisque la date initiale de livraison pour ces hélicoptères était 2028. Cette commande, elle permet de pérenniser 960 emplois pendant 3 ans chez Airbus Hélicoptères et ses partenaires, qui sont essentiellement Thales, Safran et un certain nombre de sous-traitants, qui représentent à peu près la moitié du montant de cette commande. Ces hélicoptères ont vocation à s'ajouter aux 10 hélicoptères Caracal déjà en service au sein de l'armée de l'air et de l'espace, et remplaceront les Puma, commenceront à remplacer les Puma, qui sont des hélicoptères de manœuvre qui ont 43 ans d'âge en moyenne, et dont les coûts de soutien augmentent fortement. Pour rappel, les Caracal sont des hélicoptères de sauvetage, d'assistance au combat, de soutien. C'est le seul hélicoptère français à pouvoir être ravitaillé en vol, ce qui en fait de lui l'hélicoptère qui a la plus longue autonomie, puisqu'il peut rester en vol pendant 10 heures. Il a été déployé sur tous les théâtres d'opération depuis 2005, et il a été en particulier impliqué pendant la gestion du Covid pour le transfert de patients d'une région à l'autre, puisque 18 patients ont été transportés par des hélicoptères Caracal depuis le début de la crise. La deuxième signature à laquelle la ministre assistera cet après-midi est celle relative au SDAM, donc le système de drone aérien pour la marine. C'est une commande qui est notifiée aux sociétés Naval Group, Airbus Hélicoptères et à une PME qui s'appelle Guimbal. Qu'est-ce que ce SDAM ? En tout cas, ce démonstrateur de SDAM, puisque nous parlons aujourd'hui d'un démonstrateur, d'un prototype, un deuxième prototype qui vient s'ajouter à un premier qui avait été commandé par le passé. Ce drone aérien pour la marine, il a vocation à équiper des bâtiments de surface de la Marine nationale pour pouvoir donner une allonge complémentaire aux capteurs dont disposent ces bateaux. Donc très concrètement, c'est un hélicoptère civil de 700 kg qui s'appelle le Cabri G2 qui va être dronisé. Ce drone aura une autonomie de 180 km pendant 6 heures. Donc très concrètement, ce drone pourra patrouiller
6 heures durant à 180 km du bâtiment porteur et pourra donc assurer une permanence de renseignement en anticipation de l'arrivée d'un bâtiment de surface sur une zone. Et donc là où un certain nombre de nos bâtiments de surface, par exemple des frégates de premier rang, sont aujourd'hui dotés et continueront à l'être d'hélicoptères, eh bien ce drone peut se substituer à l'hélicoptère pour ses missions de surveillance et ensuite pour les opérations à haute valeur ajoutée, pour des opérations de vive force par exemple, ce sera l'aéronef piloté qui prendra le relais du drone. Donc ce sont deux vecteurs qui sont complémentaires, ce drone ne vient pas en remplacement d'hélicoptères déjà existants ou à venir sur nos bâtiments de premier rang, c'est une capacité nouvelle dont nous nous dotons. C'est une première mondiale car il va s'agir de faire apponter automatiquement dans des états de mer compliqués et assez intenses ces drones, ce qui est compliqué, très compliqué au plan technique et scientifique. En termes de calendrier, le deuxième démonstrateur de SDAM dont nous parlons aujourd'hui sera l'objet d'expérimentation à compter de 2024 et permettra de faire monter en gamme ce système ensuite pendant 18 mois. Le premier démonstrateur dont nous sommes déjà dotés fera des essais à la mer sur une frame à partir de 2022. Donc ce deuxième démonstrateur, il est là pour sécuriser un calendrier d'essais, de qualification sur cette capacité et nous permettre de tenir l'objectif qui est le nôtre, prévu en loi de programmation militaire, qui est celui d'un contrat de réalisation en 2026 pour des premières livraisons de systèmes de drones en 2029. Voilà pour ce premier point d'actualité consacré à la relance dans le domaine aéronautique et aux annonces de la ministre cet après-midi à Marignane. Deuxième point d'actualité, la réception par la DGA d'un remorqueur pousseur de 10 tonnes dénommé le Fou. Cette réception a eu lieu le 9 avril et ce bâtiment sera affecté à Cherbourg au profit de la Marine nationale. Les remorqueurs pousseurs sont de petits bateaux de surface qui sont destinés à aider les plus gros bâtiments de surface ou les sous-marins à faire des manœuvres de port ou des manœuvres de chenalage, c'est-à-dire à cheminer dans des chenaux. Ce sont des bateaux plus puissants, plus compacts que leurs prédécesseurs, et le Fou constitue le numéro 11 d'une série de 29 bateaux qui participent au profond renouvellement des capacités portuaires de la Marine nationale. Troisième point d'actualité relatif à la cybersécurité et à la montée en puissance d'une start-up accompagnée par la DGA qui s'appelle Glimpse. C'est une société bretonne qui a été fondée fin 2019, qui vient de réaliser une levée de fonds de 6 millions d'euros avec l'aide de la société ACE Capital Partners et d'un fonds de co-investissement de la région Bretagne qui s'appelle Braze Up. Le produit extrêmement innovant sur lequel cette société travaille, c'est un logiciel de détection des logiciels de cybermalveillance. Donc, sur des techniques d'intelligence artificielle, le produit informatique que cette société développe est capable d'analyser automatiquement des lignes de code et de déduire le caractère malveillant ou pas d'un outil cyber. Cette solution, elle nous permet donc de caractériser et d'analyser des nouvelles menaces en temps réel, là où les solutions existantes peuvent permettre de le faire, mais sur des temps beaucoup plus longs, plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail. Donc extrêmement intéressant, et pour la petite histoire, le terme Glimpse, qui est le nom de cette start-up, est là pour « in a glimpse of eye », en un clignement d'œil, pour insister sur le caractère extrêmement véloce de cette solution de détection et d'analyse de menaces. Je mentionne en quatrième point d'actualité la tenue le 6 avril dernier d'un colloque organisé par la Confédération amicale des ingénieurs de l'armement en partenariat avec le Conseil général de l'armement sur le thème de la souveraineté. L'idée maîtresse de ce colloque était d'élargir le concept de souveraineté à d'autres domaines que la défense et de voir comment la souveraineté que nous pratiquons dans le milieu défense de longue date pouvait éventuellement s'appliquer à d'autres milieux, milieux économiques et industriels au sens large, milieu de la santé, milieu du numérique. Ce colloque a été conclu par les anciens ministres, messieurs Védrine et messieurs Chevènement. Colloque lors desquels ils ont pu insister sur l'articulation entre souveraineté nationale et souveraineté européenne. Je vous renvoie donc au site internet de la Confédération amicale des ingénieurs de l'armement, si ce sujet vous intéresse. Cinquième point d'actualité, je mentionne ce soir à 21h05
La diffusion pour la première fois en clair du film Le Chant du Loup. Nombreux sont sans doute... Nombreux êtes-vous à avoir déjà vu ce film. Néanmoins, c'est l'occasion de le revoir. De nombreuses scènes du film sont tournées à bord du SNA Emeraude. Également, certaines images ont été prises sur un site de la DGA au Levant, DGA SN Missile. C'est un film qui montre de manière extrêmement précise et intime la vie des sous-mariniers à bord de ces sous-marins nucléaires d'attaque. Métier parfois méconnu, puisque nos sous-mariniers agissent dans la discrétion, qui est la caractéristique essentielle de nos sous-marins. Évidemment, si là aussi vous souhaitez avoir un aperçu de l'intérieur d'un sous-marin nucléaire d'attaque dont nous avons parlé récemment, alors, en l'espèce dans ce film c'est l'Émeraude, mais récemment nous avons parlé de la réparation de la Perle, cela peut permettre de se replonger à l'intérieur d'un sous-marin de ce type. 6e point d'actualité, je vous informe qu'une fondation qui s'appelle la Fondation Aile de France, vient de voir le jour et succède à la Fondation Armée de l'Air. Cette Fondation Aile de France a vu le jour le 10 mars. Elle remplace, après 6 ans d'existence, la Fondation Armée de l'Air, qui avait été lancée par le chef d'état-major de l'Armée de l'Air. Une mission, créer des ponts avec le monde civil de l'aéronautique et accompagner l'engagement de la jeunesse sur les thématiques aéronautiques et de l'Armée de l'Air et de l'espace. Cette fondation a pour vocation d'accompagner l'élan spatial du ministère des Armées, et ce sont donc 6 bourses, par exemple, de 5 000 € qui seront prochainement attribuées à des étudiants qui poursuivent leurs études dans le milieu spatial, avec le soutien du CNES et de Telsat. Cette fondation soutient également une chaire de cyberdéfense en matière spatiale, c'est la chaire cyber-résilience aérospatiale, en partenariat avec Dassault et Thales. Les bailleurs de fonds de cette fondation sont Airbus, Air France, Dassault Aviation, le groupe ADP, Safran, Thales et l'association Les Ailes Brisées. Cette fondation a aussi pour vocation de valoriser le patrimoine aéronautique et spatial français en faisant connaître son histoire et ses grandes figures. Je vous renvoie au site internet de la Fondation Aile de France qui est particulièrement bien fait. Le lancement officiel de cette fondation aura lieu le 29 juin 2021 à l'occasion de la remise de ces bourses espace pour l'année 2021. Voilà qui conclut les points d'actualité de la semaine pour le ministère des Armées. Si toutefois vous aviez des questions, je serais heureux d'y répondre maintenant. Excusez-moi, j'avais juste une question. Bien sûr. Yann Kochner, Carré Cosmos. Oui. Glimpse, c'est une start-up qui relève du pôle de Rennes, c'est ça ou Alors, c'est une start-up effectivement de la région bretonne qui s'est installée physiquement dans la Cyberfactory qui avait été inaugurée par la ministre il y a quelques temps. Voilà, et qui est un lieu qui permet à des industriels, à des ingénieurs de la DGA, à des opérationnels du commandement de l'espace d'échanger sur les besoins opérationnels et sur les solutions technologiques pour y répondre. Merci. Je vous en prie. Christophe Villon pour Airfan. Le film Le Chant du Loup, est-ce que vous avez eu un retour en fait sur le recrutement dans la marine suite à la diffusion de ce film qui date, je pense, de 3 ans peut-être. Ouais. Je pense moins de 3 ans. Je ne sais pas si le commandant Lavaux, le chef du CIRPA Marine, est en ligne et pourrait répondre précisément à cette question. Est-ce qu'en fait, mesurer un petit peu l'impact, en fait, comme c'est assez rare qu'on puisse faire finalement un film sur un sous-marin en France notamment, ça a déjà été fait finalement. Notamment avec nos partenaires américains. Voilà, à l'occasion. Merci. Merci pour votre question, monsieur. Est-ce qu'un représentant du CIRPA Marine est en ligne ? Oui, capitaine de vaisseau Lavaux, est-ce que vous m'entendez ? Fort et clair. Donc, monsieur, nous reviendrons vers vous pour répondre à cette question. Merci à vous. Je passe donc à l'agenda des 2 ministres. Ce matin, jeudi 15, la ministre des Armées a présidé un comité technique ministériel. Alors, qu'est-ce que c'est un comité technique ministériel ? C'est l'instance de dialogue social entre la ministre des Armées et les instances représentatives des 63 000 personnels civils du ministère des Armées. La ministre est revenue d'une part sur la mobilisation du service de santé des armées en soutien au système de santé publique français dans le cadre de la crise du Covid, est également revenu sur la mise en œuvre de l'agenda social 2020-2022 et a également évoqué, et j'en reparlerai tout à l'heure, la création de l'Agence du numérique de défense. Cet après-midi, la ministre est sur le site d'Airbus Hélicoptères à Marignane, je n'y reviens pas. Demain, la ministre enchaînera avec un déplacement à Toulon. Alors, elle aura deux temps forts au menu de cette visite. Tout d'abord, la visite et la réception de la FREM Alsace, et ensuite la visite du pôle militaire de vaccination de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.
Alors d'abord, la FREMM Alsace, c'est la 7e FREMM et avant-dernière livrée à la Marine nationale. La dernière, la Lorraine, devrait être livrée en novembre 2022. Ces 2 dernières frégates, elles sont spécialisées dans la défense aérienne, c'est-à-dire qu'en sus des capacités anti-sous-marines des 6 premières frégates, viennent se greffer des capacités renforcées en matière de détection, de veille aérienne et de défense anti-aérienne. Notamment, le point peut-être le plus singulier de ce bateau, c'est sa mâture qui est très fine, dite en taille de guêpe. Et cette mâture a été rendue plus fine pour minimiser ce qu'on appelle le masque du radar, c'est-à-dire la zone rendue invisible pour le radar physiquement à cause de l'encombrement de la mâture. D'où l'idée de faire cette mâture la plus fine possible, vu la mission anti-aérienne de ce navire. Ensuite, sur le pôle militaire de vaccination au sein de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon. Pour vous dire que 72 militaires y sont déployés, ces militaires sont mobilisés de 7h50 à 17h et ont vacciné en moyenne 531 personnes par jour depuis le 6 avril. Ce qui fait de ce pôle militaire de vaccination le centre le plus performant en nombre d'injections. Si la performance ne se mesure pas au nombre en l'espèce, c'est un élément factuel. Ce sont eux qui ont vacciné le plus. Donc à terme, ce pôle militaire de vaccination devrait vacciner 1000 personnes par jour, et donc nous devrions avoir sur l'ensemble de nos pôles militaires de vaccination à peu près 50 000 personnes vaccinées, comme nous l'avons déjà plusieurs fois évoqué. Au retour de Toulon, la ministre participera à l'Assemblée parlementaire franco-allemande avec son homologue allemande, Madame Kramp-Karrenbauer. Un tel événement s'était déjà déroulé il y a 1 an, depuis l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Cette fois-ci, il aura lieu en visioconférence pour la ministre depuis l'hôtel de Brienne. Évidemment, les sujets de coopération bilatérale seront évoqués, que ce soit l'engagement des forces allemandes au sein de la MINUSMA, 900 militaires allemands, plus de 400 militaires allemands évoqués également pour la mission EUTM Mali. Évidemment, des discussions sur les programmes d'armement majeurs. Je vous rappelle nos 4 programmes d'armement majeurs en discussion en ce moment. Le système de combat aérien du futur, l'Eurodrone, le Tigre Standard 3 et le char de combat du futur. Évidemment, Florence Parly est extrêmement mobilisée pour faire aboutir ces projets. Et enfin, des discussions sur leur vision commune de l'Europe de la défense à l'aube de la présidence française de l'Union européenne entre janvier et juin 2022. Pour mémoire, dans la série de ses entretiens bilatéraux avec ses homologues européens, la ministre des Armées avait rencontré son homologue italien Lorenzo Guerini le 13 avril. Je rappelle que l'Italie est engagée notamment au sein de la task force Takuba, avec un premier contingent qui a commencé son déploiement et des capacités en hélicoptère qui sont fournies par nos camarades italiens. Hélicoptères pour des évacuations médicales. Le lendemain, mardi 20, la ministre recevra cette fois-ci physiquement à l'hôtel de Brienne son homologue allemande. Les 2 ministres enchaîneront un déjeuner de travail, puis une réunion bilatérale. Les sujets que j'ai évoqués dans le cadre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande seront là aussi au menu. Sur le SCAF, je vous rappelle que nous avons reçu une offre industrielle sur chacun des piliers du SCAF et que ces offres sont en train d'être négociées et discutées par les 3 États, France, Allemagne, Espagne. Dans la soirée du mardi 20, la ministre s'entretiendra avec son homologue portugais, M. João Cravinho, l'occasion pour elle de déplacer un prochain déplacement à Lisbonne, dont je parlerai juste après. Les échanges concerneront essentiellement la boussole stratégique européenne. Cette boussole stratégique, c'est un document qui est là pour compiler, faire un état des lieux des menaces auxquelles l'Union européenne peut avoir à faire face à court, moyen et long terme, et de là déduire de quel outil de défense et de quelle capacité l'Union européenne a besoin. Mercredi 21, la ministre enchaînera le matin un conseil restreint de défense, puis un conseil des ministres, et ensuite recevra son homologue britannique, M. Ben Wallace, pour une réunion de ce qui s'appelle un conseil ministériel de défense franco-britannique. Ce type de format a été créé lors du dernier sommet franco-britannique à Sandhurst en 2018. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. La Grande-Bretagne vient de publier 2 documents importants en matière de défense, l'Integrated Review et la Defense Common Paper. Donc, quelque part, une actualisation des orientations stratégiques du Royaume-Uni en matière de défense qui seront l'occasion d'échanges entre Florence Parly et Ben Wallace.
Le jeudi 22, la ministre des Armées se rendra à Bordeaux pour un déplacement consacré au numérique en compagnie de Madame Darrieussecq, ministre déléguée. Nous allons parler de la DIRISI. La DIRISI, c'est la direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, puisque la DIRISI sera à l'honneur lors de ce déplacement. Notamment ces data centers. La DIRISI est dotée de 4 data centers principaux, à Suresnes, à Rennes, à Bordeaux et à Toulon. Ces data centers se parlent entre eux, il y a des réseaux de fibre optique. Ils sont évidemment très protégés, très surveillés, H24, 7 jours sur 7. Et ils apportent la sécurité et la disponibilité du stockage des données dont nous avons besoin pour mener nos opérations. La ministre inaugurera donc à Bordeaux un nouveau data center opéré par la DIRISI. Ce data center fait 600 mètres carrés. Il est totalement intégré dans une cage de Faraday qui, elle, fait 1000 mètres carrés. Et ce data center a la particularité d'être protégé vis-à-vis d'impulsions électromagnétiques d'origine nucléaire. Au plan environnemental, les calories nombreuses dégagées par ce data center de Bordeaux seront réutilisées pour chauffer des locaux annexes, comme c'est déjà le cas pour le data center de Toulon. C'est une illustration très concrète de la stratégie ministérielle en matière énergétique. Cette visite sera également l'occasion pour Florence Parly d'annoncer la création de l'Agence du numérique de défense, après quelques mois de préfiguration. Alors pourquoi une telle agence ? Évidemment, le numérique occupe une place croissante dans les capacités fonctionnelles et opérationnelles du ministère des Armées. Concrètement, ce sont plusieurs milliers d'agents civils qui s'occupent de ces questions numériques. Et nous avons au ministère des Armées à peu près 1500 systèmes d'information et de communication qui concourent directement aux missions du ministère. Ce foisonnement de projets, il doit être maîtrisé, il doit être mis en cohérence, il doit être accompagné. Et donc, c'est la raison de la création de cette agence qui interviendra sur le cycle de vie complet de ces systèmes d'information. Évidemment, les enjeux, c'est concentrer les compétences, harmoniser les méthodes et avoir une politique industrielle en matière de systèmes numériques. Ensuite, la ministre s'envolera pour Lisbonne, devrait s'envoler pour Lisbonne, je préfère le dire au conditionnel, c'est ce dont je viens de vous parler juste avant. Concernant l'agenda de Madame Darrieussecq, outre le déplacement conjoint avec Madame Parly à Bordeaux, la ministre déléguée inaugurera l'exposition temporaire de la blessure à la reconstruction, exposition qui est organisée par la délégation au patrimoine de l'armée de terre dans les Douves des Invalides. Ce sera le mercredi 21 avril à 9h30. Si on se projette un petit peu plus loin, le 25 avril prochain, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, la ministre déléguée présidera une cérémonie pour laquelle nous vous donnerons des précisions au point presse de la semaine prochaine. Voilà qui conclut l'agenda des deux ministres pour la semaine à venir. Auriez-vous des questions sur cet agenda ? Bien, nous allons désormais passer au focus thématique de ce point presse qui est dédié à la Task Force 50. Je vais dire quelques mots d'introduction et ensuite je céderai la parole respectueusement au contre-amiral Marc Ozda, qui normalement est en ligne et nous entend depuis le groupe aéronaval. Marc Ozda est le commandant du groupe aéronaval et nous fera donc un point sur le déploiement du GAN en ce moment dans le Golfe arabo-persique et sur son insertion au sein et au commandement qu'il assume de la Task Force 50. Alors, quelques mots en introduction. Le commandement par la France de la Task Force 50 est assumé depuis le 31 mars 2021. La Task Force 50, c'est une des composantes des forces navales américaines dans le Golfe arabo-persique. C'est une fonction qui est habituellement exercée par un amiral américain. Il est régulier que des bâtiments français soient insérés dans cette Task Force 50. Je voudrais citer la frégate de défense aérienne Forbin, la frégate anti-aérienne Jean Bart, la FREMM Auvergne, qui en 2017 avait été insérée dans cette Task Force. Néanmoins, ce n'est que la deuxième fois qu'un bâtiment français et qu'un amiral français assume le commandement de cette Task Force. La première fois, c'était lors de l'opération Arromanche 2 en 2015-2016. C'est une Task Force évidemment tournée vers les théâtres de Syrie et d'Irak, et qui occupe une place de premier plan au sein de la stratégie américaine dans le Golfe arabo-persique. Cette responsabilité qui est confiée à la France, c'est évidemment une marque de grande confiance. C'est un témoignage d'interopérabilité très fort entre les forces armées américaines et les forces armées françaises. Et c'est aussi un témoignage de la qualité et de la compétence du groupe aéronaval.
J'ai donc maintenant le plaisir de passer la parole au contre-amiral Marc Osda, qui commande le groupe aéronaval depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Amiral, si vous nous entendez, nous vous cédons la parole. Merci beaucoup, merci Hervé pour cette présentation. Je vous propose, avant de revenir sur la Task Force 50, de vous présenter rapidement le déploiement Clemenceau 21, dans lequel nous sommes avec le porte-avions, son escorte, le groupe aérien embarqué. Dans l'escorte, une frégate de défense aérienne, le Chevalier Paul, la FREMM Provence, le BCR de bâtiment de ravitaillement Var, un SNA et un Atlantique 2. Nous avons dans cette escorte également, selon les endroits où nous sommes, des bâtiments partenaires étrangers qui rejoignent le groupe et qui viennent apporter leur complémentarité. À titre d'illustration, la frégate belge Léopold a passé les 7 premières semaines du déploiement avec nous et nous a quittés il y a 3 jours. Sur le trajet, évidemment, nous avons d'autres bâtiments qui viennent. Nous avons des Grecs. Nous avons eu des Grecs en Méditerranée et de manière quasi continue, un destroyer américain qui nous accompagne. Le GAN d'aujourd'hui, il est prêt pour évidemment les menaces d'aujourd'hui et se prépare aux menaces de demain. Nous embarquons avec nous les derniers standards de nos systèmes de combat. Je pense à des couples tels que la FREMM et le Caïman. Je pense à la frégate de défense aérienne. Je pense aussi au Rafale Marine F3R, au standard F3R, tout comme à l'Atlantique 2 dans son standard 6. Tout ça, ça préfigure du GAN de demain. C'est pour moi, pour nous tous, une remise en cause permanente de nos manières de faire pour nous tenir en permanence en amont de la supériorité opérationnelle. Le déploiement dure 4 mois. Nous sommes quasiment au milieu de ce déploiement qui s'articule en 3 phases. Une première phase en Méditerranée, une seconde en océan Indien et Golfe Arabo-Persique dans lequel nous nous trouvons en ce moment, et puis une troisième phase qui sera de nouveau en Méditerranée. Pourquoi faire ce déploiement Clemenceau 21 ? Tout d'abord pour renforcer la contribution française à l'opération Inherent Resolve, qui est une opération de lutte contre le terrorisme, qui est donc sous l'opération française Chamal. Cette contribution française s'appelle Chamal. Et l'idée, c'est la finalité, c'est de combattre la reconstitution des capacités de Daesh. On vient donc apporter, avec le groupe aéronaval, une capacité de surveillance dans un dispositif qui est permanent, qui est déjà existant. Et pour les armées françaises, c'est le dispositif de l'armée de l'air au Levant, ainsi que les moyens maritimes, navals, qui sont déployés de manière quasi continue en Méditerranée orientale. Tout ça permet d'établir la situation et de l'apprécier. L'engagement français dans le cadre de cette mission Clemenceau consiste également à être dans des zones d'intérêt stratégique pour la défense de nos intérêts, mais aussi pour la défense des intérêts de nos alliés, et qui permettent, au moyen de patrouilles opérationnelles, de maintenir un niveau de vigilance élevé. Ça permet, cette présence dans ces zones, ça permet de préserver la stabilité, ça permet de garantir la liberté de navigation et d'action, essentiellement la liberté d'action, et puis c'est aussi une manière de préserver nos intérêts nationaux et ceux de nos partenaires. Enfin, ça permet d'assurer une capacité autonome à la dimension du groupe aéronaval, une appréciation autonome de situation, que ça soit en souverain pour la France, mais également pour nos partenaires européens ou pour des partenaires alliés comme au sein de l'OTAN et également avec des partenaires tels que les Américains en ce moment. Tout ça pour prévenir les crises et, si nécessaire, être paré à intervenir. À titre d'illustration pour ces contributions à l'appréciation de situation, nous avons contribué par les moyens du groupe aéronaval à la mission CTF 150, qui est une mission de lutte contre les trafics illicites qui est menée par la coalition emmenée par les Américains, la coalition CMF. Nous avons également participé aux opérations de lutte contre la piraterie dans le cadre de la mission européenne Atalanta. Et nous avons également participé à des exercices majeurs de l'OTAN comme Dynamic Manta 2021 lorsque nous étions en Méditerranée. Clemenceau 21 est également un formidable vecteur de coopération qui permet de marquer, de renforcer notre interopérabilité. Pour cela, pour renforcer cette interopérabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous intégrons des escorteurs de partenaires
tels que les Belges, tels que les Américains ou encore plus récemment, enfin au début plutôt les Grecs. Cette intégration, c'est un gage de complémentarité, c'est un gage de robustesse de l'escorte du groupe aéronaval, et puis c'est aussi un gage de démultiplication et d'optimisation des moyens dont on dispose. Le partage d'informations, le partage de l'appréciation de situation permet d'être plus fort dans notre compréhension des zones dans lesquelles nous sommes déployés. Cette interopérabilité, elle repose également sur une double confiance, la confiance des marines qui confient au groupe aéronaval un de leurs bâtiments, et puis la confiance que j'accorde moi aux commandants des bâtiments qui me sont confiés pour leur donner des responsabilités de protection du groupe aéronaval. Et c'est bien dans cette interconnexion de confiance qu'on arrive à bâtir une défense plus forte et une sécurité plus forte en tout lieu et en tout temps. Voilà, l'activité en cours, donc comme cela vous a été rappelé, nous sommes rentrés dans le golfe arabo-persique à la fin du mois de mars. Notre principale activité, c'est la contribution à l'opération Chamal, volet français de l'opération inhérente Resolve, de lutte contre Daesh. Nous sommes pour ça dotés d'un groupe aérien embarqué d'une vingtaine de Rafales marines qui sont tous au standard F3R, de 2 E2C et aussi des bâtiments de l'escorte du porte-avions. Tout ça travaille sous l'égide du CAOC, qui est le centre des opérations aériennes, qui est basé à Al Udeid, au Qatar, et qui est commandé par les Américains au sein d'une coalition qui regroupe 83 pays. Notre théâtre d'action, c'est le théâtre irako-syrien. Les premiers vols Rafale ont eu lieu le 31 mars. Et depuis le 31 mars, chaque jour, nous mettons en œuvre des avions dans ce ciel irako-syrien. Qu'est-ce que font nos avions ? Ils font tout d'abord des vols de reconnaissance qui permettent de produire, de récolter du renseignement et de produire au profit de la coalition des informations qui permettent de caractériser l'activité de Daesh au sol. Les avions sont également là en appui, le cas échéant, des troupes au sol, que ce soit les troupes de la coalition, que ce soit les troupes des forces de sécurité irakiennes. Et si nécessaire, lorsque la situation l'exige, la possibilité de délivrer des armes, soit sur des objectifs qui sont préidentifiés, donc sur des dossiers d'objectifs, tout ça défini à partir du renseignement qui a été recueilli, soit des engagements que je qualifierais d'opportunité en réaction lorsque nos troupes sont engagées, ce qui peut arriver. Voilà. Pourquoi participer à cette coalition ? Eh bien, c'était évidemment pour accompagner, permettre aux forces de sécurité irakiennes de se mettre en portée du combat contre la reconstitution de Daesh. Le GAN apporte une plus-value forte grâce à l'E2C. L'E2C qui est donc cet avion d'alerte avancée qui, grâce à son radar, permet d'avoir une vision très globale d'une zone aérienne, de saisir l'environnement tactique, de servir éventuellement de relais radio et de centre de commandement volant. La plus-value du GAN, c'est aussi la capacité à augmenter de manière ponctuelle la capacité d'appréciation de situation grâce aux pods de reconnaissance qui sont embarqués sur les Rafales. C'est d'apporter aussi une capacité de frappe dans la profondeur si nécessaire par les avions du groupe aérien embarqués, mais également par les missiles de croisière navale qui sont embarqués à bord de la frégate multimission Provence. Et puis, avec le format du groupe aérien embarqué, une capacité d'avoir des surges, donc des actions coup de poing qui permettent d'augmenter l'intensité de l'effort dans le temps et dans l'espace. Voilà, tout ça, vous l'avez compris, c'est pour contrer la reconstitution des capacités de Daesh. En moyenne, nous faisons entre 6 et 8 vols par jour. Et depuis le 31 mars, nous avons fait un peu plus de 90 sorties Rafale et E2C. J'en viens maintenant à la Task Force 50 qui a été décrite par le porte-parole. Qu'est-ce que c'est ?
c'est avant tout une des forces navales américaines qui sont déployées dans l'océan Indien, qui sont sous le commandement du commandant de la 5e flotte. Elle est traditionnellement, cette Task Force 50, constituée autour d'un groupe aéronaval américain, d'un ou plusieurs groupes de porte-avions. Et c'est effectivement la deuxième fois que ce commandement est tenu par le groupe aéronaval français. L'objectif essentiel de cette task force, c'est d'avoir une capacité de projeter de la puissance depuis la mer, principalement aujourd'hui en direction du théâtre irako-syrien, donc dans le cadre d'OIR, mais c'est également une task force dont la vocation est d'assurer la maîtrise des espaces aéromaritimes. On tient la fonction de Task Force 50 depuis le 31 mars, ce pour quelques semaines encore, tant que nous serons dans la zone. Concrètement, on a commencé avec 2 groupes aéronavals, donc la Task Force 50 constituée par le groupe aéronaval français, par le groupe aéronaval autour du Charles de Gaulle, et puis lorsqu'il est rentré dans le théâtre, le HIKE, le task group du groupe aéronaval Eisenhower, HIKE, qui a constitué la Task Force 58. Dans un premier temps, nous nous sommes coordonnés, donc c'était le moment où on a ouvert tous les tuyaux et on s'est mis à échanger, à appairer nos battle rhythms, donc notre manière de travailler. Et puis, depuis 2 jours maintenant, et c'est une première, nous sommes dans un mode intégré. La Task Force 58 est devenue le TG 50.2 auprès du TG 50.1 qui est le groupe aéronaval français. Et donc, je commande l'ensemble dans cette Task Force 50. Ce que traduit à mon échelle, ce que traduit cette prise de fonction de Task Force 50, c'est une grande confiance entre la marine américaine et la marine française. C'est le fruit d'années et de décennies de coopération entre les pilotes. Nos pilotes de l'aéronaval sont formés aux États-Unis. Coopération entre officiers, une communalité de moyens. On met en œuvre des E2C qui sont des avions à l'origine américains, qui sont également qui mettent en œuvre. On est les 2 seules marines au monde à mettre en œuvre des porte-avions à propulsion nucléaire, à catapultes et brins d'arrêt. Donc des savoir-faire qui sont très proches et qui permettent, quand on travaille ensemble, de partager ces savoir-faire et de grimper, de monter en gamme et d'atteindre un très haut niveau d'interopérabilité. L'interopérabilité, elle se fait aussi au gré des intégrations d'escorteurs américains. C'est mon 3e déploiement avec le groupe aéronaval. C'est la 3e fois que j'ai quasiment de manière continue un destroyer américain dans mon escorte. Donc une très bonne connaissance mutuelle. C'est aussi cette interopérabilité est rendue possible par tout ce qui concerne l'interconnexion dont j'ai parlé, interconnexion en termes d'organisation, mais aussi en termes de système d'information, en système de liaison de données, pour rassembler tout ça en C2. Et puis une interopérabilité entre nos avions, nos chasseurs, nos E2C, qui sont mis ensemble pour produire des effets démultipliés. Voilà, avec 2 groupes aéronavals donc rassemblés au sein d'une seule task force, on obtient une vision plus large, plus profonde. Donc on gagne en profondeur stratégique, on gagne en compréhension de l'ensemble, on gagne en croisement des assessments, de l'appréciation de situation qu'on peut faire, on gagne évidemment en découlé de ça en liberté d'action, en maîtrise des espaces aéromaritimes, et enfin, le cas échéant, en capacité d'intervention où on se soutiendrait mutuellement l'un l'autre. Voilà, donc la Task Force 50 en synthèse, c'est le fruit d'une capitalisation d'expérience qui représente des années et des années de travail. C'est une grande fierté. Je termine en trois points pour vous parler de la suite. Donc la suite, ça va être la poursuite de la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Chamal, mais depuis la Méditerranée orientale. D'ici là, nous allons conduire des opérations, des coopérations majeures, d'une part en bilatéral avec l'Inde dans le cadre de l'exercice Varuna, puis avec l'Égypte dans le cadre de l'exercice Ramsès. Et enfin, tout au long de ce redéploiement,
nous allons conduire des patrouilles opérationnelles pour augmenter notre niveau de connaissance de la zone et nous tenir prêts en permanence à agir. J'ai terminé sur mon point, je suis prêt maintenant à répondre aux questions. Merci beaucoup, Amiral. Une première question en salle par Monsieur Cognard. Bonjour, Franck Cognard de France Info. J'ai 2 questions. Une qui tient effectivement aux responsabilités au sein de cette task force. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire de devoir diriger le task group américain, etc., d'être en position de donneur d'ordre complet? Et la deuxième question tient au passage que vous avez fait en Méditerranée orientale. Je voulais savoir si vous aviez observé, comme on peut le voir peut-être diplomatiquement, un plus grand calme qui peut y avoir, qui peut régner entre marine française et marine turque. Est-ce qu'il y a moins d'intimidation ou de choses comme ça? Merci. Bon, merci pour ces 2 questions. Pour ce qui concerne la première, je suis serein. Je suis serein parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est l'aboutissement de dizaines d'années à exercer des responsabilités. C'est effectivement l'aboutissement aussi de dizaines d'années, comme je l'ai dit, de coopération avec les Américains. Et il n'y a pas d'improvisation, tout ça c'est construit, tout ça c'est préparé. J'ai, en étant commandant de la Task Force 50, voix au collège des commandants de Task Force. Donc on se retrouve tous les 2 jours auprès du commandant de la 5e flotte. On a 1 heure, là j'ai encore eu 1 heure ce matin avec lui et avec eux. On partage nos préoccupations, on échange nos idées de manœuvre. Et donc j'ai pas de pression particulière, ou si elle existe, je la supporte relativement bien, pour ne pas dire très bien. Pour ce qui concerne le deuxième point, concernant la Méditerranée orientale, et notre traversée, elle a été relativement brève. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'exercice Dynamic Manta, donc exercice OTAN, nous avons travaillé avec des sous-marins turcs, nous avons travaillé avec des bâtiments de surface turcs, et nous avons travaillé avec un allié. Donc je n'ai pas de commentaires particuliers ou d'appréciation particulière à mener sur ce à quoi vous faites référence. Amiral, bonjour. Christophe Villon pour le magazine Airfan. 2 questions, comme mon collègue. Première question, par rapport donc à vos échanges avec d'autres porte-avions ou porte-aéronefs, est-ce que c'est prévu dans votre exercice, autre qu'avec sur celui du porte-avions Eisenhower? C'est vrai que les pilotes américains sont toujours impressionnés d'ailleurs par les pilotes du Charles. C'est vrai que ça revient dans nos commentaires. Deuxième question. Savez-vous si dans la préparation de cet exercice, de cette nouvelle mission Clémenceau, est-ce que certains éléments qui n'avaient pas pu être faits, je pense, par la précédente édition à cause du Covid, ont été intégrés dans cette nouvelle édition? Merci, Amiral. Alors, pour ce qui concerne la première question, on a effectivement des échanges qui sont prévus à la fin, enfin, quand on ressortira du Golfe, avec le hike. Donc on aura effectivement des actions de DCO dans la mesure où nos programmes le permettraient. Et pour la deuxième question, pour avoir à la fois préparé et conduit la mission Foch, elle a été arrêtée 10 jours avant la fin prévue. Et donc tous les objectifs qui avaient été fixés pendant Foch ont été atteints en dépit de cette réduction et de ce retour un peu avancé à Toulon le 12 avril dernier, enfin en 2019. Amiral, vous nous avez effectivement indiqué très justement un partenariat avec le porte-avions Eisenhower par rapport à la 5e flotte. Est-ce qu'il y a d'autres porte-aéronefs italiens, espagnols, britanniques, éventuels, ou qui sont prévus ponctuellement dans votre exercice, ou sera peut-être l'objet d'un autre déploiement? Merci, Amiral. Alors, concernant l'interaction avec le HAC, je me permets de faire une petite rectification. Ça n'est pas un exercice, nous sommes en opération. Nous conduisons aujourd'hui des opérations tous les jours au-dessus de l'Irak. Et donc l'état d'esprit,
qui est d'ailleurs l'état d'esprit que j'ai en permanence dès que j'apparais de Toulon, c'est qu'on n'est pas en opération, mais on n'est pas en exercice. Dans les faits, on ne parle pas d'exercice. Enfin, c'est pas qu'on parle pas d'exercice, c'est que ça n'est pas un exercice. On est bien en interaction. Et j'ai reçu hier le commandant de la 5e flotte, dans l'esprit duquel c'est parfaitement clair. On est là pour apprécier la situation, pour comprendre et maîtriser l'espace aéromaritime. Et ça, c'est une opération à part entière. Et puis, le cas échéant, et c'est ce qu'on conduit au quotidien pour aller envoyer des avions au-dessus de l'Irak. Voilà, dans OIR. Ensuite, dans la zone dans laquelle je suis, je ne maîtrise pas le programme des autres porte-avions. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire, de vous infirmer ou de vous confirmer la participation ou la présence d'autres unités. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans le Golfe Arabo-Persique. J'ai pas loin de moi, en océan Indien, le Reich. Et je suis complètement tourné vers cette coopération. Oui, bonjour, Merdiel Acrafray, journaliste indépendant. Bonjour, Amiral, bonjour. J'avais une question. Vous m'entendez bien? On vous entend un peu haché, mais ça va, allez-y. Ok, je vais essayer d'être le plus clair possible. J'avais une question pour l'amiral. Amiral, puisque vous expliquez que le but de l'opération est d'établir une situation aéromaritime sur le théâtre sur lequel vous êtes déployé, pouvez-vous nous donner quelques éléments d'appréciation de l'attitude de l'armée iranienne en ce moment, et en particulier évidemment peut-être des aéronefs et puis de la partie navale. Merci beaucoup, amiral. Alors, depuis que nous sommes rentrés dans le Golfe, déjà géographiquement, le Golfe c'est un pas un lac, mais enfin c'est quelque chose de très contraint. Et on a l'ensemble des partenaires qui déploient leur marine. Donc pour répondre très directement à votre question, oui, j'ai perçu la présence de forces navales iraniennes ou de Pasdaran. À chaque fois qu'on sait, mais de la même manière qu'on le ferait nous au large de Toulon, à chaque fois pour venir voir une flotte étrangère qui s'en approcherait. À chaque fois que nous avons été en contact, ça a toujours été très professionnel et sans aucune démarche escalatoire. Voilà ce que je peux vous dire sur l'appréciation de situation telle que je l'aperçois à mon niveau tactique. Merci infiniment, Amiral, pour vos explications, pour avoir répondu à nos questions, et bonne suite de mission. À bientôt, Marc. Salut. Merci. Merci beaucoup. On va désormais passer au point sur les opérations de l'état-major des armées par le colonel Barbry. Bien, bonjour monsieur le porte-parole. Bonjour à toutes et à tous. Synthèse des opérations de la semaine en 9 points avec Barkhane, Coram, Chamal, Agénor, Asie 21, Lynx, Sulfure, Harpie et Résilience pour conclure. Alors tout d'abord avec Barkhane. L'opération Barkhane, cette semaine, a été marquée par la fin d'une opération majeure, une opération d'ampleur, qui visait à approfondir la connaissance du terrain à la fois et de la population également par les groupements tactiques des airs qui sont, comme vous le savez, récemment arrivés sur le théâtre. Le général Comonfort est allé sur le terrain pour échanger avec les militaires déployés. Et les coups portés depuis plusieurs semaines et la densité des forces déployées, notamment en coopération avec le bataillon tchadien, qui a dernièrement neutralisé plusieurs groupes armés terroristes au sud-ouest de Douentza, contribue à la déstabilisation continuelle de l'ennemi sur zone. Alors, un point particulier concernant le groupement tactique des airs Bison, puisque du 22 mars au 7 avril, le GTD Bison s'est massivement déployé dans le Gourma, dans une opération qui a inclus environ 500 militaires français. Cette opération avait pour but de sécuriser la route nationale 16, qui est un axe stratégique, comme vous le savez, qui va donc de Gao à Sévaré. Et donc cette opération visait à entraver la libre circulation des GAT présents dans la région. Alors simultanément, sur des fuseaux distincts, donc du sud vers le nord, de la nationale 16 et dans la profondeur en direction des villes de Marmar, Bambara Maoundé et de In Fene. Il s'agissait d'acquérir du renseignement et de conduire des actions de jour comme de nuit afin de désorganiser les GAT, entraver leur liberté de manœuvre, donc voire les neutraliser.
Simultanément, alors cette fois du nord vers le sud, un autre sous-groupement est parti de Tombouctou cette fois, avec des soldats des forces armées maliennes pour réassurer le camp militaire malien de Bambara-Maoundé. Au-delà de l'accoutumance donc de ce nouveau groupement tactique désert à l'environnement difficile, cette opération a été un succès puisqu'elle a permis de saisir ou détruire 6 armes légères d'infanterie, 2 éléments principaux constitutifs d'engins explosifs improvisés, 20 motos et 8 équipements de télécommunication. Je bascule maintenant avec le GTD d'Ouaumont, avec les FAMA dans le secteur d'Ombori. Donc le GTD d'Ouaumont dit GTD intervention et partenariat de combat, comme j'avais pu l'évoquer avec vous la semaine dernière. Donc le GTD IPC a entamé des actions de partenariat de combat justement avec une section donc de l'ULRI, de Gossy et la première compagnie FAMA de Bourem. Avec ces 2 unités intégrées, donc Douaumont a mené plusieurs opérations conjointes dans le Gourma, aux alentours d'Ombori. L'objectif était principalement d'effectuer des missions de reconnaissance, de quadrillage, de renforcer les savoir-faire des forces partenaires et de s'approprier un environnement humain ainsi qu'une fine connaissance de la zone. L'accompagnement donc de Douaumont a permis aux forces armées maliennes de réaliser notamment leur première mission en parfaite autonomie. Livraison par air maintenant, puisque comme vous le savez, les groupements tactiques des airs sont déployés, et quand elles sont déployées sur le terrain, et lorsqu'elles sont loin des points d'appui de la force, il nécessite de les ravitailler en vivres matériels par des livraisons par air, dites LPA. C'est une manœuvre logistique qui est complexe et qui permet de maintenir le haut niveau en ce qui concerne le rythme des opérations sans discontinuité. Depuis le début de l'année 2021, l'A400M et le C130J ont depuis Niamey, N'Djamena ou Gao effectué 25 livraisons par air et livré ainsi presque 300 tonnes de fret aux troupes déployées au sol. Alors pour rester sur le segment aérien, on va basculer sur le bilan de la semaine avec 103 sorties, parmi lesquelles 15 sorties chasse, 34 ISR et 54 sorties ou missions de transport et de ravitaillement. Je bascule maintenant sur la mission Corimbe, puisque vendredi 9 avril, après 10 jours d'exercice tactique à terre, que j'avais également évoqué avec vous, à savoir l'exercice interarmé Éléphant 21, le groupement tactique embarqué Dragon a réembarqué dans le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, achevant ainsi cette phase très importante de l'opération Corimbe 156. Alors, le 10 avril, une fois en mer, le Dixmude a effectué une patrouille de surveillance en lien avec le Centre des opérations maritimes d'Abidjan avant de mener un exercice de coopération bilatérale avec le patrouilleur brésilien Araguari. Alors, c'est un partenaire régulier dans la zone et l'Araguari œuvre, comme les navires français ou les navires européens, à faire diminuer l'insécurité qui peut régner, l'insécurité maritime dans la région du golfe de Guinée. Chamal maintenant. Simplement pour faire le point sur les sorties aériennes avec vous, puisque les aéronefs donc français, qu'ils soient basés au Levant, aux Émirats arabes unis, et ceux, comme ça a été juste évoqué par le contre-amiral Osda, du GAN, poursuivent leurs actions contre Daesh au sein de la coalition. Cette semaine, les avions engagés dans l'opération donc Chamal ont réalisé 63 sorties qu'on peut décliner, 48 pour le GAN et 15 pour les autres aéronefs. On bascule maintenant sur la mission Agénor. Et après son détachement temporaire au profit de la CTF 150, où elle a réalisé une saisie de 650 kg de méthamphétamine et 75 kg d'héroïne, la frégate de type Lafayette Guéprat a réintégré l'opération Agénor. Elle y a retrouvé la frégate belge Léopold Ier, qu'on vient d'évoquer, et qui avait participé à la mission Clémenceau 21 donc, durant 7 semaines et qui était intégrée donc, jusque-là dans le groupe aéronaval. Dimanche 11 avril, donc, les bâtiments belges et français ont réalisé un entraînement conjoint au large des côtes émiriennes avec manœuvre aviation, présentation pour ravitaillement à la mer, exercice de lutte aérienne. L'arrivée de la frégate belge confirme l'engagement des pays européens dans l'opération européenne Agénor. Alors, je voulais évoquer maintenant avec vous le bilan de la mission Asie 21. Alors, pour mémoire, le 15 janvier 2021, la frégate de surveillance Prairial avait appareillé de Tahiti pour un déploiement de 3 mois en zone Indo-Pacifique.
Lors de la première partie donc, de la mission, comme c'est indiqué sur la carte à l'écran, le Prairial a patrouillé dans les zones économiques exclusives de Polynésie française et de Wallis et Futuna en direction de l'île de Guam. Du 10 au 19 février, après avoir ravitaillé donc, dans la base navale américaine, la frégate s'est dirigée vers la mer de Chine orientale pour participer à l'opération Aeto. Aeto qui signifie donc aigle en tahitien et qui est la contribution française au volet maritime de la mission de contrôle des résolutions votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Puis après une escale dans le port japonais de Sasebo, Prairial a de nouveau été engagé quelques jours dans l'opération Aeto et s'est ensuite dirigé vers la mer de Chine méridionale pour rejoindre le Vietnam avec une escale, comme indiqué, dans le port de Cam Ranh. Après quelques jours de relâche opérationnel, le Prairial a retrouvé la mer de Chine méridionale avant de rejoindre la mer de Sulu au sud des Philippines, ravitailler à nouveau à Guam et rejoindre enfin son port d'attache à Papeete. Alors au bilan, après la mission Marianne et avant le déploiement du groupe Jeanne d'Arc, cette mission est importante. Elle a duré environ 2 mois et demi et elle illustre dans cet espace Indo-Pacifique et dont la France est nation souveraine, plusieurs points. D'une part, l'attachement de notre pays à la libre circulation dans les espaces aéromaritimes internationaux. D'autre part, l'engagement de la France pour le respect du droit international. Et enfin, la parfaite interopérabilité avec nos partenaires donc dans la zone, notamment le Japon et les États-Unis, en termes de soutien logistique pour ce qui concerne les escales et ravitaillements à la mer. Je bascule maintenant sur l'opération Lynx, IFP, puisque, comme je l'avais également annoncé la semaine dernière, s'est tenu du 3 au 11 avril l'exercice Bold Eagle, dont vous voyez une vidéo apparaître à l'écran et qui a réuni plus de 700 militaires de l'OTAN dans les environs de Tapa, en Estonie, pour un exercice donc programmé, interallié, et pour lequel il s'agissait donc d'œuvrer dans un environnement de haute intensité. Alors pour cet exercice, le détachement français était intégré dans le battle group britannique et le détachement français s'est entraîné dans des conditions climatiques extrêmes et sur un terrain spécifique et rugueux, comme vous pouvez le voir à l'écran, et notamment avec les embossements du Charles Leclerc. Les militaires français ont pu néanmoins constater donc, que ce char s'adaptait parfaitement à ce type d'environnement, grâce d'une part à son gabarit compact, sa furtivité, sa mobilité et sa puissance, lui permettant d'être un atout dans la manœuvre. Alors, au bilan, cet exercice il est extrêmement positif pour 2 raisons. D'une part, c'est le premier exercice d'alerte d'entraînement du Battle Group où les Estoniens ont pu apprécier les capacités conjointes à intervenir à leur profit sur leur sol dans le cadre de la mission IFP. Et deuxième point extrêmement positif, c'est le premier exercice d'entraînement au combat de haute intensité dans des conditions climatiques, vous le voyez, extrêmement dures, et où les soldats ont pu éprouver leur rusticité après avoir dormi durant 10 jours dans des trous de combat. On passe maintenant à l'opération Sulfure, puisqu'après les phase explosive du volcan de la Soufrière, la France a livré de l'aide humanitaire à la population sinistrée de Saint-Vincent et les Grenadines. C'est la frégate de surveillance Ventose des forces armées aux Antilles qui a appareillé de Fort-de-France mardi 13 avril avec en son bord 24 mètres cubes de fret humanitaire fournis par la PIRAC, la plateforme d'intervention régionale Amérique et Caraïbes de la Croix-Rouge française. 130 tonnes d'eau potable, qui est une ressource certainement la plus critique aujourd'hui, et 3 mètres cubes de kits d'éléments de protection individuelle à visée respiratoire et oculaire, fournis par le syndicat martiniquais des hospitaliers. Alors, la frégate française a accosté dès le lendemain dans le port de Kingstown pour décharger son fret, mais également déposer à la fois les acteurs du programme alimentaire mondial, mais également l'état-major interministériel de zone Antilles. Et ces derniers ont donc pour objet et objectif d'évaluer les besoins supplémentaires et complémentaires de la population. Alors, c'est une réponse solidaire et coordonnée avec les acteurs nationaux, européens, internationaux présents dans la zone Caraïbes. Opération Harpie maintenant, et je voulais évoquer avec vous le bilan de l'opération Piment 2, puisque les forces armées en Guyane viennent de terminer une grosse opération renforcée de lutte contre l'orpaillage illégal dans le nord-ouest de la Guyane.
Alors, cette opération de grande envergure, donc baptisée Piment 2, avait pour objectif la destruction des chantiers et des sites de production aurifères illégaux. Elle a vu l'engagement sur le terrain de troupes conséquentes, 230 militaires du 9e régiment d'infanterie de marine, du service de santé des armées, de la gendarmerie nationale, et qui était appuyée par des Pumas de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, pendant plusieurs semaines, plus de 6 détachements mixtes ont quadrillé la zone d'opération. Piment 2 aura permis donc une asphyxie temporaire de l'économie de l'orpaillage illégal. Au bilan, cette opération donc concentrée en 3 semaines a eu donc pour résultat l'équivalent de 2 mois de saisie dans cette région. Ainsi, 16 quads, 1,5 kg de mercure, 21 téléphones, 88 moteurs, 53 groupes électrogènes, 3 pirogues, 4 moteurs hors bord et 6 tonnes d'outillage divers ont été saisis ou détruits. Voilà, enfin, sur le territoire national, l'opération Résilience, puisque comme ça a été évoqué, dans le cadre de cette opération, les armées restent résolument engagées donc, dans la mise en œuvre de la stratégie vaccinale gouvernementale. Depuis un peu plus d'une semaine, les hôpitaux militaires ou hôpitaux d'instruction des armées ont augmenté, ça a été dit, significativement le nombre de vaccinations contre Covid-19. Au 14 avril, ce sont près de 16 000 Français civils qui ont reçu une dose de vaccin. En outre, le 12 avril, le pôle militaire de vaccination, donc dont le pilotage et la direction est assurée par le 12e régiment de cuirassiers, a ouvert à Olivet, dans le Loiret. Au cours des 3 premiers jours, ce sont là près de 2300 civils qui ont reçu une dose de vaccin. Voilà, ceci conclut la synthèse des opérations et je suis bien évidemment tout prêt à répondre à vos questions. Oui, Monsieur Cognard. Oui, Franck Cognard de France Info. Petite question pour revenir à Barkhane. Revenir un petit peu sur Bounty, l'état-major avait dit qu'il répondrait le ministère des Armées avait répondu qu'il répondrait aux observations du rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est un rapport ou une position qui sera rendue publique? Est-ce qu'on en aura, la communication? Oui. Donc, comme ce qui a été indiqué la semaine dernière, donc les armées françaises se sont toujours tenus et se tiennent à la disposition de l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, une réponse sera donc communiquée à la division des droits de l'homme des Nations Unies via la voie diplomatique. Et à ce stade, je n'ai pas de renseignements supplémentaires à pouvoir vous communiquer. Merci à tous et je rappelle que la semaine prochaine sera une semaine de relâche vis-à-vis du point presse, sauf actualité justifiant la tenue d'un point presse. Sinon, nous nous retrouvons dans 2 semaines dans ce format. Très belle fin de semaine, à bientôt.